Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour le compte de votre magazine environnemental Objectif Vert qui sera consacré en grande partie aujourd'hui sur l'atelier, sur le projet Plus dans les territoires des Mangaï dans la province des Kwilu. Et pour en savoir plus, je vous invite à suivre les sommaires et c'est en images. Eh bien, au cours de ces numéros, vous suivrez l'atelier de présentation et de validation des résultats du projet dans les sites Mangaï, dans le territoire des Diofa, dans la province du Kwilu. Également dans ces numéros, les réactions des différentes parties prenantes dans ces projets sur l'utilisation durable des terres. Vous suivrez enfin Félix Lilakako, avocat expert en aménagement du territoire, qui revient sur l'importance de la réforme en cours dans ces secteurs. Et enfin, vous retrouverez Sandrine Foundi dans la rubrique Actu Environnement. La conservation de la biodiversité vise à renforcer le rôle des forêts contrôlées par les communautés tout en permettant et en déployant des cadres de collaboration pour une gestion à usage multiple et un maintien des forêts saines. Et c'est pour concrétiser sa contribution à cette approche que l'Union internationale pour la conservation de la nature a reçu une subvention du ministère fédéral allemand de l'environnement pour la mise en œuvre d'un projet qui vise la stabilisation de l'utilisation des terres et précisément des aires protégées des catégories 5 et 6 comme mécanisme paysager en vue d'améliorer la biodiversité sur les terres agricoles, la connectivité écologique et la mise en œuvre de la RED+, qui porte le nom de Projet Plus. Dans le cadre de ces projets, l'UICN, avec son partenaire américain de Forest Dialogue et son partenaire local, l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, en étroite collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ont choisi de travailler dans les domaines des chasses et réserves à hippopotames des Mangaï, classifiés comme aires protégées des catégories 5 ou 6 pour conduire la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration. Les paysages Mangaï, avec une superficie de 1 176 875 hectares, regorgent une riche biodiversité. Cependant, celle-ci subit diverses formes de pression liées aux activités humaines associées aux mauvaises pratiques d'utilisation des terres. La présentation et validation des résultats du projet Plus portant méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration du paysage de Mangaï et les dialogues de cadrage sur l'utilisation des terres au niveau national a vécu au cours d'un atelier de 2 jours organisé par l'UICN en collaboration avec l'ONG Océan et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ainsi que avec l'appui technique de Forest Dialogue le 12 et le 13 mars 2019. Je vous invite à suivre et on se retrouve juste après. Partager avec les différentes parties prenantes les principaux résultats de l'évaluation des opportunités de restauration dans les paysages des Mangaï, saisir des idées et des recommandations sur les principaux défis et opportunités pour améliorer la compréhension du potentiel de restauration dans les paysages, élaborer un plan d'action ou une feuille de route intégrant vision du gouvernement et enseignements tirés d'autres initiatives en cours dans tous les pays. Ce sont là les quelques objectifs poursuivis par l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'ONG Océan en organisant cet atelier de 2 jours qui a réuni les membres du gouvernement, les partenaires internationaux, les acteurs publics et privés exerçant tous dans les secteurs forestiers et agricoles. Les représentants du DG de l'Institut national pour la conservation de la nature, Joseph Mapilanga, justifient le choix porté sur Mangaï. En gros, le projet consiste à, d'une part, essayer un peu de mettre ensemble tous les différents acteurs qui interviennent dans le paysage de Mangaï et d'autre part, essayer un peu à l'issue de ces concertations avec ces différents acteurs, dégager les voies et moyens d'une stratégie de restauration de l'écosystème par rapport aux différentes pressions et menaces qui mettent en destruction la valeur biologique de ce paysage. En sa qualité de chef du projet conservation de l'UICN, Grace Barouka revient sur l'objectif du projet Plus et des résultats attendus. D'une manière globale, d'abord il faudrait commencer par l'objectif du projet qui est de voir dans quelle mesure concilier la conservation et le développement dans une approche paysagère. Et à ce jour, nous avons
et à mettre en place un cadre de gouvernance au niveau local pour permettre à ce que les communautés, les différentes parties prenantes puissent discuter des problématiques clés liées à la gouvernance des ressources naturelles dans ces paysages. Et ce groupe de travail qu'on appelle Governance Working Group est déjà mis en place et en train de fonctionner actuellement. Et nous espérons que ce groupe de travail pourrait nous donner des feedbacks positifs par rapport à la gouvernance au niveau local et pouvoir ramener ces résultats au niveau national pour alimenter les politiques ou les discussions au niveau national. Ce projet a permis aussi d'actualiser les cartes du paysage, étant donné que c'est un paysage où il n'y avait pas assez de partenaires. Et actuellement, on a pu essayer de voir dans quelle mesure avoir une carte qui rassemble les informations des différentes parties prenantes au niveau national, mais qui bénéficie aussi de la confirmation des communautés au niveau local. Et nous espérons que d'ici la fin du projet, on va continuer à recueillir les informations et voir avec les institutions comme l'ICCN comment confirmer d'une manière globale ces cartes qui ont été produites. Et le projet a permis aussi de faire l'évaluation des opportunités de restauration. C'est d'ailleurs cette activité ou ces résultats qui nous permet aujourd'hui de nous rassembler ici pour voir dans quelle mesure on pourrait communiquer ces résultats au niveau national, mais également recevoir les recommandations de ces parties prenantes au niveau national pour voir dans quelle mesure on pourrait alimenter et capitaliser davantage ces acquis, tant au niveau national, provincial que national. Enfin, René Ngongo, coordinateur de l'ONG Océan, parle des bénéfices des communautés locales à la suite du projet Plus. Ces échanges que nous voulons vraiment fructueux pendant les 2 jours ici, que nous voulons améliorer la gouvernance dans ces secteurs et trouver d'autres partenaires pour la restauration de ces paysages. Quand on parle de restauration, c'est que le paysage est vraiment dégradé. Il est complètement dégradé. Et pour juste une blague, quand vous quittez Idiofa pour Mangaï, les seuls animaux que vous voyez, c'est des animaux domestiques. La faune ne la voit plus. C'est vrai que de temps en temps, on voit des chasseurs venir avec du gibier, mais c'est un travail de titan trouver un animal dans cette réserve. Nous pensons que si on restaure les paysages, si on essaie d'aider les communautés à bien gérer les ressources, parce que tout le monde est d'avis qu'il n'y a plus de poissons dans la rivière Kassai, parce qu'on a exterminé les hippopotames. On a brisé la chaîne trophique qui était nécessaire pour la prolifération des poissons. Et c'est ce genre de messages d'enseignement que nous sommes en train de prôner, mais en même temps, à travers le projet, renforcer les capacités de surveillance de l'ICCN. Parce que les gardes étaient abandonnés à leur triste sort, ils ne pouvaient pas faire des sorties de terrain, mais avec les peu moyens que le projet met avec les dispositions, ils sont en train de faire des missions de terrain et nous espérons que avec le temps, avec l'appui d'autres bailleurs, cette aire protégée pourra bénéficier de l'attention comme beaucoup d'aires. Les parties prenantes à ces 2 jours d'atelier ont tour à tour réagi sur le bien fondé de cet atelier et l'intérêt du projet Plus, tant sur les paysages de Mangaï que sur les ressortissants du territoire. Suivez. Le projet Plus ici travaille au niveau de Mangaï et en République démocratique du Congo. Et qu'au niveau de l'aménagement du territoire, on est en train de faire un travail avec les experts nationaux et des firmes internationaux pour élaborer certains instruments et outils de planification spatiale. Alors par rapport à ça, il faut élaborer la loi. Il faut élaborer la politique nationale sur l'aménagement du territoire. Il faut élaborer le schéma national d'aménagement du territoire. Il faut élaborer des guides méthodologiques devant permettre aux gouvernements provinciaux et aux ETD d'élaborer plus tard leur plan d'aménagement. Alors, comme on peut le dire, on peut le comprendre, le plan d'aménagement, c'est la représentation des affectations sur un espace à une échelle donnée. Alors, les informations du projet Plus nous intéressent parce que d'abord, nous devrons localiser ces activités. De 2, nous devrons capitaliser la méthodologie qu'eux utilisent pour le dialogue. Parce que nous, au niveau du secrétariat général à l'aménagement du territoire, dans les différents outils que nous devrons mettre en œuvre, nous avons pensé à créer, à installer, plutôt parce que la structure est déjà créée, à installer ce que nous appelons le cadre de concertation, qui regroupe tous les intervenants sectoriels dans le domaine de gestion des terres.
C'est une dynamique qui a été créée à partir de la lutte contre les changements climatiques. C'est dans l'accord de Paris, des suites de l'accord de Paris, qu'on a commencé à mettre sur pied plusieurs initiatives, dont cette initiative sur la restauration des paysages forestiers, qui a été complétée par les différents sommets sur les forêts, qui aussi ont pris certains engagements pour parvenir au niveau global à essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et à essayer de protéger les forêts qui sont des puits de carbone. Je suis ressortissant du paysage de Mangaï. Je suis témoin de première main de toutes les mutations qui se sont opérées dans ces paysages dans le sens de la destruction. Alors quand aujourd'hui on doit avoir un projet de restauration de ce qui est gâché, c'est une très très bonne chose. Je ne peux que m'en réjouir. Le fait qu'on ait choisi Mangaï, c'est par rapport à ce qui a été constaté à un certain niveau pour ce qui est du réchauffement climatique. Nos frères du Nord, de l'hémisphère Nord, se sont rendus compte qu'il y avait 3 sites de réchauffement climatique dans les paysages de Mangaï. Les sites de Mbrakeam, les sites de Loukoum et d'Intim. Alors, ça pose des problèmes au niveau mondial. C'est comme ça qu'ils ont pensé résoudre les problèmes des Mangaï pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Donc, dans ce projet, il n'y a pas que les ressortissants du paysage de Mangaï qui gagnent, mais c'est la planète tout entière qui trouve son compte. Cet atelier m'intéresse énormément parce que je trouve que c'est toujours une belle opportunité de voir différents acteurs rassemblés autour du même sujet et avoir les points de vue du secteur privé, du secteur public, des ONG, de la société civile. Je trouve que c'est toujours très enrichissant. C'est pour ça que j'aime beaucoup participer à ce genre d'atelier. Maintenant, c'est vrai que nous ne travaillons pas dans la zone de Mangaï, mais je vois quand même beaucoup de similitudes entre la gestion d'une aire protégée et la gestion d'une concession agricole. Les défis et les challenges sont fort similaires. La RDC, notre pays, enregistre des tensions récurrentes dans l'exploitation de son territoire. Il s'agit particulièrement de la problématique qui oppose la conservation de la nature et l'exploitation des ressources forestières, minières et des hydrocarbures. Un mécanisme de médiation pour apaiser ces tensions compromettantes pour le développement humain durable est une étape primordiale pour la RDC, d'où l'intérêt de la réforme de l'aménagement du territoire en cours en RDC. Et c'est dans les soucis d'avoir de plus amples détails sur l'aménagement du territoire et la réforme en cours en RDC que votre magazine a tendu le micro à Félix Lilakako, qui est expert, avocat expert dans le domaine de l'aménagement du territoire, qui parle de bien fondé de la réforme de l'aménagement du territoire. Suivez. L'aménagement du territoire peut être compris et considéré comme étant un ensemble de mécanismes qui visent la planification, qui vise l'affectation, qui vise la gestion, mais aussi le contrôle des espaces. Il a une grande importance dans la gestion d'un État, dans la mesure où il permet non seulement une meilleure gestion des espaces du territoire, mais aussi la planification des actions de développement. Et donc pour un nouveau gouvernement qui sera mis en place, pour un nouveau pouvoir politique qui est mis en place, il est indispensable qu'au-delà des actions qui ont été décrites par les chefs de l'État, qui sont des actions beaucoup plus pertinentes, de penser à un véritable système de gestion des espaces. Pourquoi nous le disons? Parce que en son temps, nous avons vu qu'il y a eu une meilleure organisation du cadre juridique et politique de gestion des ressources naturelles, où il y a eu des réformes dans le secteur minier, dans le secteur forestier, dans le secteur des hydrocarbures, ainsi de suite, des réformes étant louables. Mais au-delà de ces réformes, le constat était unique, c'est qu'il y a eu maintenance des conflits d'utilisation
des espaces. Il y a eu des superpositions de titres, il y a eu des conflits fonciers, il y a eu des conflits entre les communautés liés aux terres, à l'utilisation des ressources, ainsi de suite. Et donc, l'un des moyens les plus efficaces pour régler ces conflits, c'est justement organiser les territoires à travers un système d'aménagement du territoire. C'est-à-dire définir une vision politique, de savoir comment est-ce que l'État veut planifier les espaces, comment est-ce qu'il veut organiser, comment est-ce qu'il veut partager, répartir les espaces entre les mines, les hydrocarbures, ainsi de suite. Et des deux, savoir comment est-ce que l'État veut en fait définir ses priorités de développement. Est-ce qu'aujourd'hui l'État veut que l'agriculture soit réellement priorité des priorités, ou il veut que ces secteurs forestiers ou des mines? Et toutes ces questions ne pourront trouver de solution pérenne et durable que dans l'organisation d'un système d'aménagement du territoire. Les tourbières tropicales constituent l'un des principaux puits de carbone de la planète. Une publication spéciale réunissant des chercheurs sur les plus vastes tourbières du monde appelle les pays à inclure la protection des tourbières dans leur stratégie pour le climat, pour une gestion durable de ces écosystèmes humides. Et sachez que Dieudonné Moussibono a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et développement durable. Il est professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences et département de l'environnement. Les environnementalistes se disent satisfaits par rapport à cette nomination. Alors que la ville-province de Kinshasa croupit sous l'insalubrité indescriptible qu'on ne sait plus cacher et que plusieurs questions environnementales sont restées pendantes, telles que les transferements des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, également la valorisation des tourbières ou encore la conservation des aires protégées, la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et développement durable vient à point nommé. Pour bon nombre d'environnementalistes qui estiment par ailleurs que les choix portés sur les professeurs Moussibono est judicieux dans la mesure où ce dernier est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, faculté des sciences, département de l'environnement. Il est également connu dans la sphère scientifique pour ses recherches très pointues dans le domaine de la pollution. Cette casquette pourrait aider à vaincre la pollution qui menace non seulement la capitale Kinshasa, mais aussi tous les pays. À côté du conseiller spécial en matière d'environnement et développement durable, le chef d'État a également nommé un collège d'urbanisme et environnement. De quoi apaiser les esprits de ceux qui accusaient l'actuel président d'avoir zappé l'environnement dans ses priorités contenues dans son programme d'urgence des 100 premiers jours. L'histoire serait en train de se répéter juste après la reprise des activités touristiques dans les parcs nationaux de Virunga. Un éco-garde vient de succomber dans une attaque de groupes armés et renseigne un communiqué du parc rendu public le vendredi 8 mars dernier. À 3 semaines de la réouverture du parc national de Virunga aux activités touristique, l'on craint déjà la recrudescence de l'insécurité avec l'assassinat d'un éco-garde par des éléments de groupes armés qui opèrent jusqu'à ce jour dans les alentours de ces parcs. Emmanuel Demero, directeur du parc national de Virunga, a déploré le fait que la victime n'ait que 27 ans. Cet énième décès vient relancer la question de l'insécurité dans les aires protégées, alors que l'Institut congolais pour la conservation de la nature vient de mettre en place un corps pour la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles apparentées. Et toutefois, il se pose également des questionnements au sujet des fonds alloués à la conservation en RDC. Et pour finir, sachez que la première pépinière du bambou de l'organisation congolaise du bambou est déjà effective à Kinshasa. Et cette pépinière vise à produire plus de 20 000 plantules de bambou d'ici 5 mois. Les changements qui devra mener au développement de la RDC commencent avec l'implication de chacun de nous. C'est sur cette phrase que se referme ce numéro de votre magazine Objectif Vert. Merci pour votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.